l'effondrement du régime aura lieu. Le peuple d'Iran a toujours été prêt à payer le prix, mais nous devons être prudents quant à la situation actuelle, ainsi qu'à la situation après cette transition. Parce que soit nous allons finir, comme on en parle beaucoup de nos jours, avec un grand tyran, soit nous allons finir avec une catastrophe. Dans cet épisode de True East, nous allons entrer en Iran avec quelqu'un qui y a vécu le coup de la résistance. Mon invité, Echar Berangi, a rejoint la résistance kurde à l'âge de 14 ans. Il a été arrêté par la République islamique, puis forcé de fuir et a obtenu l'asile politique au Canada. Dans sa vie privée, Echar est spécialiste des technologies des médias. Dans sa vie publique, il continue de résister au régime. Ce soir, il nous parle depuis un lieu tenu secret au Moyen-Orient. Echar nous offre un aperçu unique de quelque chose dont on n'a jamais parlé dans les médias auparavant. Comment le régime commence à se diviser avec les gardiens de la révolution. Et le message est juste devant nos yeux. Maintenant que nous approchons des 2 semaines de manifestations et que les gens sont dans les rues jour et nuit, la question n'est plus de savoir si le régime va être défié, la question est de savoir qui va craquer en premier. Les manifestants ou la République islamique. Mon analyse avec Echar Berangi arrive tout de suite. Echar Berangi, merci de m'avoir rejoint ainsi que le public de True East. Merci de l'invitation, Doron, c'est un plaisir. Vous savez, je comprends que vous êtes actuellement au Moyen-Orient. Nous allons garder l'endroit confidentiel pour votre sécurité personnelle. Comme c'est la première fois que vous participez à notre podcast, il est important pour moi que notre public entende un peu ce que je sais sur vous. Déjà à l'âge de 14 ans, vous vous étiez retrouvé dans une situation difficile en Iran, en tant que Kurde. Pour commencer, Hazar, pourriez-vous nous donner un peu de contexte sur votre vie et sur le régime ? Merci beaucoup, Doron. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité. Permettez-moi d'adresser mes salutations les plus sincères à votre public, au grand peuple d'Israël et à tous les amis d'Israël. C'est très intéressant, Doron. Je suis né dans une ville kurde appelée Najeda, dans le nord-ouest de l'Iran, où, historiquement, nous avons vécu côte à côte avec les Juifs, les chrétiens et les Azéris. La ville elle-même a une histoire. Et évidemment, par la suite, nos voisins juifs sont repartis en Israël et les chrétiens ont déménagé à Urmia, car c'était la ville la plus proche là-bas. Donc j'ai grandi au milieu de tous ces conflits. Je suis né, je devrais dire, oui, à l'époque de la révolution de 79, et en gros, je fais partie de la génération d'après 79, en fait. Je suis né dans une famille kurde, ma famille subissait beaucoup de pression, comme tous les autres Kurdes de cette région après la révolution par la République islamique. Donc, j'ai rejoint la lutte kurde à l'âge de 14 ans, je suis devenu Peshmerga. Comme la plupart des Israéliens connaissent ce nom aujourd'hui, nous sommes les combattants de la liberté kurde. J'ai mené une lutte armée contre le gouvernement iranien pendant plusieurs années. Et après avoir passé quelque temps comme prisonnier politique, puis m'être échappé d'Iran vers la Turquie, j'ai été réfugié politique, j'ai passé quelques années en Turquie, puis j'ai été parrainé par le gouvernement canadien. J'ai eu la chance d'aller au Canada, d'y poursuivre mes études, d'améliorer mon anglais, puis de travailler comme spécialiste technique en radiodiffusion. Durant cette période, je me suis informé sur l'évolution en Iran, notamment dans la région kurde et parmi les nations qui y vivent. Nous avons de très bons contacts sur place et nous avons essayé de rester aux côtés des gens là-bas pour les autonomiser et les aider, pour arriver à ce point où, espérons-le, nous verrons des jours meilleurs arriver. Eh bien, encore une fois, Je veux vous remercier non seulement de nous avoir rejoints, mais aussi pour ce que vous faites. Je pense qu'il faut essayer d'obtenir la véritable image, et c'est ce que nous allons essayer d'analyser ici. Il est essentiel de ne pas se fier aux médias iraniens, ni à certains grands médias diffusant des informations. Et j'apprécie vraiment que vous fassiez cela, et peu importe le risque personnel, c'est vraiment incroyablement admirable que vous le fassiez. Alors merci. je vous en prie, Doron. C'est une cause pour laquelle nous avons déjà fait des sacrifices et nous sommes prêts à en faire davantage. Ce que vous faites est formidable. C'est incroyable parce qu'en plus de ça, les médias iraniens ne montrent qu'un seul site. Malheureusement, même les médias traditionnels à l'étranger n'entendent que certaines voix et certains sons. Et j'espère pouvoir être la voix de ceux qui sont absents des médias traditionnels de nos jours dans cette situation.
Sur ce point, allons sur le terrain. Nous observons maintenant. Dans quelques jours, cela fera presque 2 semaines de manifestations, de jour comme de nuit. On m'a dit qu'au moins 30 personnes ont été tuées, peut-être plus. Bien sûr, il est très difficile d'obtenir des informations de là-bas. Nous savons que le régime islamique essaie de limiter toute possibilité de faire sortir des informations. Mettez-nous dans la situation sur le terrain, Echar Berenji, s'il vous plaît, et dites-nous ce qui se passe en ce moment. La situation actuelle sur le terrain d'Uran, comme vous l'avez dit, est vraiment horrible. Les gens en ont assez. La République islamique est au bord de l'effondrement, donc le régime est déjà expiré de l'intérieur. Ils n'ont plus rien à défendre là-bas. Idéologiquement, ils sont vraiment arrivés à expiration. Chaque slogan qu'ils essaient d'utiliser pour se protéger eux-mêmes et protéger le régime islamique est périmé. Tout ce qu'ils ont tenté sur le plan économique, les liens, les avantages, tout est terminé, donc les gens en ont assez, les gens sont au point de basculer. C'est juste une question de temps avant l'effondrement du régime. Je peux dire que l'effondrement du régime aura lieu. Mais nous devons être prudents concernant la situation actuelle ainsi que la situation après cette transition. Parce que soit nous allons finir, comme nous en discutons beaucoup en ce moment, avec un grand Iran comme nous le souhaitons tous, soit nous allons finir avec une catastrophe après la situation. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde parle de jours meilleurs. Nous voulons tous ces jours meilleurs. Nous voulons tous que ce gouvernement prenne fin. Nous voulons tous en finir avec cela. Et maintenant, les gens sont dans la rue. Ils se battent. Ils n'ont rien à perdre. Ils y vont les mains nues. Ils y vont pour protester. Et leur réponse a été, comme à Téhéran et dans certaines zones centrales, principalement avec des forces anti-manifestation. Cependant, quand on se dirige davantage vers la partie kurde et la partie ouest, comme nous l'avons vu dans les villes d'Elam Abdanan et en particulier à Malakshari, en particulier, des gens ont été touchés par des balles de guerre professionnelles, comme cela a toujours été le cas pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, le mouvement Jina. Comme nous l'avons vu, au Kurdistan d'Iran, les gens luttent essentiellement à main nue. Et même les villes comme Dohon, les villes qui ne sont pas vues dans les actualités ou sur les réseaux sociaux, qu'elles n'ont pas encore rejoint le soulèvement, elles n'ont pas encore rejoint les manifestations, elles se préparent. Comme nous l'avons vu, c'était une très bonne nouvelle qu'hier nous ayons vu une déclaration de cette partie kurde, parce que beaucoup de gens demandent « Oh !» Lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté, de nombreux soulèvements ont eu lieu à Sagras, Senandaj, Urumie et Mahabad. Pourquoi cette fois-ci? Ils sont restés silencieux parce qu'ils attendaient que leurs organisations, que leurs partis d'opposition se réunissent, qu'ils aient un plan et qu'ils voient une voie claire à suivre, puis qu'ils commencent. Donc hier, nous avons vu heureusement que cette partie kurde, en fait tous les partis politiques kurdes d'Iran se sont réunis. Ils ont publié une déclaration, ils ont soutenu toutes les manifestations et ils ont demandé à toute la population du Kurdistan iranien de rejoindre la protestation et de rejoindre le soulèvement jeudi, en fermant leurs magasins, en ne sortant pas, en restant chez eux jeudi. Nous attendons donc un mouvement massif qui commencera au Kurdistan iranien jeudi, en plus de tout ce qui se passe déjà dans le pays. Vous savez, Kurt, pour nos téléspectateurs et auditeurs, la communauté kurde compte environ 9 à 10 millions de personnes, voire plus. Pouvez-vous me corriger? Cela représente 10 à 15% de la population iranienne? Ce n'est pas un petit nombre de personnes, donc est-ce exact ces chiffres? Ce que nous savons, c'est que même si nous nous basons sur les chiffres publiés par le gouvernement iranien provenant des provinces d'Oroumie, du Kurdistan comme la ville de Sanandaj, d'Ilam, ainsi que de certaines parties du Luristan, nous supposons qu'il y a entre 10 et 12, nous pensons qu'il y a entre 10 et 12 millions de Kurdes vivant actuellement au Kurdistan iranien. Comme vous le savez, les nations à l'intérieur des frontières de l'Iran constituent une partie très importante de ce grand pays. Nous avons les Azéris, qui sont près de 35 millions dans ce pays. Nous avons les Baloutches. Il est important de dire qu'il y a plus d'Azéris que il n'y a de Persans natifs. Est-ce correct? Mon grand ami, dans l'une de vos émissions précédentes, a mentionné Harold Green. Oui, Dr. Harold? correct.
Comme l'a mentionné le docteur Rode, que je respecte énormément pour ses connaissances sur l'Iran et tout le reste. Comme il l'a mentionné, les Azéris sont la plus grande nation vivant à l'intérieur des frontières iraniennes. Maintenant, s'il vous plaît, ne lancez pas ce sujet, parce que certains de mes compatriotes iraniens, que j'aime tous, quelle que soit leur nation, leurs opinions ou quoi que ce soit, ils se vexent parfois. Quand on parle de ressortissants iraniens, c'est parce qu'en Iran, il y a différentes nations comme les Arabes qui constituent une nation distincte. Oui, nous formons tous ensemble ce grand pays qu'on appelle l'Iran, et j'ai le plus grand respect. Et comme je l'ai dit, notre objectif est de rendre à l'Iran sa grandeur. Cependant, pour rendre à l'Iran sa grandeur, nous devons rassembler chaque personne qui se définit comme iranienne afin de créer cet avenir radieux pour eux, l'Iran. Je veux me concentrer sur un point principal. Lors d'une manifestation, il y a généralement deux éléments. Le premier est la présence d'une figure. Je suis curieux, j'aimerais en discuter avec vous à l'avenir, que ce soit le prince exilé, comme on l'appelle, ou quelqu'un d'autre. Et puis, il y a l'élément organisationnel. Sur Telegram, j'essaie surtout d'obtenir un maximum d'informations. Il semble que les foules soient plus petites que lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a eu lieu en 2022. Est-ce vrai? Et qu'est-ce que cela signifie quant à la possibilité que cette manifestation réussisse, si réussir veut dire renverser ce régime? Écoute, Doron, nous voulons tous que ce régime change, parce que nous n'allons pas entrer dans les raisons de cela. Parce que nous avons tous tellement de raisons différentes pour lesquelles nous y croyons. Changer le régime islamique est fondamentalement la première étape vers une région stable, un Iran stable, un grand Iran, créer un meilleur avenir pour le peuple iranien, et pas seulement pour l'Iran. La région parce que nous savons que l'Iran est le principal point de fragilité dans la région. Et cela va à l'encontre de toutes les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi que de toute la stabilité dont le monde entier a besoin. En fait, maintenant, par rapport à ce que vous avez mentionné, oui, la foule, le nombre de personnes dans certaines parties est plus petit. Hier, la foule que nous avons vue à Abdana, à Elam, était immense. Cette foule est incroyable, mais ce que vous avez mentionné est correct. Cependant, nous avons vu que cette fois-ci, les manifestations se sont étendues à plus de régions d'Iran. Nous voyons plus de régions se mobiliser. Nous avons vu le bazar de Téhéran rejoindre le mouvement dès le début là-bas. Cependant, nous devons être très prudents. Ce mouvement, ce n'est pas seulement un mouvement économique, c'est un mouvement pour libérer le peuple iranien de la répression et de tout ce que le régime islamique iranien a fait. À chaque personne en Iran, des Perses, des Azéris, aux Arabes, aux Kurdes, aux Lors, aux Turkmènes en Iran. Ils l'ont fait. Et chacun d'entre eux veut avoir une part de cette liberté qu'ils imaginent, une objection à l'avenir de l'Iran. Et pour que cela se réalise, nous devons donner de l'espoir à toutes ces personnes. Et l'espoir ne vient pas seulement en leur donnant des slogans, ce n'est pas seulement en leur disant que nous serons formidables. L'Iran sera formidable. Comme je l'ai mentionné au début de cette interview, Doron, nous savons que le régime iranien est arrivé à expiration, donc nous avons deux chemins devant nous. L'effondrement aura lieu. Il n'y a aucun doute que l'effondrement aura lieu. Il n'y a aucune chance de survie pour le régime islamique cette fois-ci. Et ce n'est pas. Je ne dis pas que cela arrivera précisément en 1, 2 ou 3 jours. Cela peut être flexible. Mais la République islamique est arrivée à expiration et elle est au bord de l'effondrement. Comment? Maintenant, juste après le régime islamique. Nous avons deux chemins possibles devant nous, un chemin que nous pourrions inclure. Chaque Iranien démocrate qui croit en un avenir radieux pour les Iraniens, qui croit au peuple d'Iran. Les personnes actuellement à l'intérieur de la prison d'Evin, chaque prison en Iran, d'Orumia à Zahedan, de Sanandaj à Khorasan, de Mashhad à Rasht, dans le nord de l'Iran. Nous devons leur donner cet espoir et nous devons respecter leur lutte à l'intérieur, car ce sont eux les véritables leaders de ce mouvement et nous devons leur donner du pouvoir. Chacun d'entre nous, cette mission à l'extérieur, de créer cet environnement à l'extérieur, de leur donner de l'espoir et de leur transmettre l'idée que l'avenir est inclusif. Chaque fois que nous leur montrons, de nos jours, quand vous allez dans les médias, il y a beaucoup de discussions autour de l'alternative. Tout le monde parle d'alternative. Il n'y a pas d'alternative.
Eh bien, l'alternative doit être inclusive. Doron. Quand nous disons cela, nous ne devrions exclure aucun bon Iranien, sauf les partisans du régime islamique. Il n'y a qu'un seul ennemi pour nous tous, et c'est le régime islamique. Et pour cela, nous devons tous être inclus dans la lutte. Parce que dans les années 40, il y a quelques années, les Kurdes, les Perses, les Azéris, les Lors, les Arabes, les Turkmènes, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient sunnites, chiites, chrétiens, juifs, alévis ou bahaïs, ils ont toujours été sous la répression. En tant que Kurde d'Iran, en tant que Kurde iranien, j'ai été sous pression. En tant que personne qui croit en la démocratie, en tant que personne qui lutte pour la liberté humaine, en tant que Kurde, en tant que sunnite, peu importe à quel point je pratique mes croyances religieuses, j'ai été sous pression à cause de cela. Donc, vous devez comprendre que chaque Iranien a des objectifs et des buts pour l'étape suivante après le régime iranien. Se contenter d'utiliser les médias et de lancer des slogans ne fera pas l'avenir de l'Iran. Ce ne serait pas un plan vraiment réaliste pour aller de l'avant. Donc je veux justement vous interroger à ce sujet sur la direction que vous prenez en ce moment. Nous avons l'ayatollah Khamenei qui est à la tête de cet État terroriste, le plus grand État terroriste du monde. Je suis d'accord avec vous. Où que l'on regarde, il semble avoir échoué sur tous les fronts. Et les mêmes masses qui l'ont porté au pouvoir veulent aujourd'hui oublier qu'elles l'ont fait. Et elles ont des rêves. Et nous en parlerons dans un instant au cours de la journée. Après le Shah, le fils du Shah, un système ouvert et libre. Mais je voudrais prendre un peu de recul. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des manifestants qui risquent leur vie et en fait qui meurent pour cette protestation. Entre cela et la mort éventuelle de l'ayatollah de vieillesse, cela pourrait prendre 5 ans, 1 an ou 15 ans. Dieu nous en préserve. Que peuvent faire ces personnes qui sont dans la rue ou que pouvons-nous faire? Quel est le point de bascule pour que cela change? Je veux dire, voyez-vous Khamenei renoncer au pouvoir? Je ne vois pas Khamenei renoncer au pouvoir. Ce régime ne comprend qu'une seule langue, Doron, qui est la force et le pouvoir. C'est pourquoi le soutien du président Trump et du Premier ministre Netanyahou joue un rôle énorme en donnant du pouvoir et de l'espoir au peuple iranien. Tant de fois par le passé, nous avons vu des administrations dans différents pays à la Maison-Blanche qui ne croyaient pas à la véritable voix du peuple à l'intérieur de l'Iran. Et ils ont laissé de la place aux soi-disant réformistes au sein du régime islamique. Le soutien des alliés occidentaux, le soutien d'Israël, le soutien des États-Unis, c'est crucial et déterminant pour le changement dont l'Iran a besoin dans le soutien aux manifestations iraniennes. Et les gens en ont besoin dans les prisons, dans la rue, dans chaque petite et grande ville d'Iran. Maintenant, cela dit, ce point de bascule, c'est le moment où nous tous, opposants à la République islamique, nous devenons une seule force. Et au lieu de nous étiqueter les uns les autres avec des termes comme gauchistes, justes, séparatistes, non séparatistes, cela ne donne en réalité aucun espoir au peuple iranien. Il est temps de s'unir, il est temps que tous mes compatriotes iraniens, quelle que soit leur race, leur langue, leur religion, leurs convictions politiques, s'unissent. Que vous croyez en un système de Shah ou en un système démocratique et laïque ou en toute autre chose, il est temps de tous nous rassembler, il est temps de nous donner à tous l'égalité. Parce que gardez à l'esprit que l'une des principales raisons pour lesquelles le peuple iranien n'est pas satisfait de la situation actuelle, c'est qu'il n'est pas traité de manière égale. Chacun d'entre eux est traité différemment. Donc, si nous ne montrons pas tous les Iraniens, de Zahedan à Oromia, à Makou, à Elam, à Mashhad, à Tabriz, à Erdabil, si vous ne leur montrez pas un avenir d'égalité, si vous ne leur montrez pas un avenir d'inclusivité, si vous n'en excluez aucun d'entre eux là-bas, alors comment pouvons-nous leur donner cet espoir? Bien sûr. Et j'ai une question. Eshar Berenji, encore une fois sur ce sujet, vous avez des contacts. Je sais qu'à l'intérieur de l'Iran, et dans quelques minutes nous en parlerons, vous avez Maduro, le dictateur du Venezuela, qui a récemment été déposé lors d'une action nocturne incroyable par le président Trump, emmené au milieu de la nuit.
d'un pays qui est un très grand pays, un pays bien armé, même si c'est un pays en échec, et il frappe un pays qui est simplement un potentiel complètement gâché, similaire à l'Iran. Et maintenant, 2 jours plus tard, il comparaît devant un tribunal aux États-Unis. Quand vous dites que Trump donne de l'espoir, est-ce vraiment ce que veulent les Iraniens? Que font-ils concrètement à part parler? Ils prient que le président Trump, et peut-être Israël, qui était resté relativement silencieux, ferait tout ce qui est possible pour aider. C'est essentiel pour le peuple iranien. Malgré ce que je vois dans certaines actualités récemment, le peuple iranien a besoin de soutien parce qu'il s'oppose au régime. C'est tout à fait fondamental. Ce qui a été dit par le Premier ministre Netanyahou, par le président Trump, c'est que le gouvernement iranien dépense tout l'argent provenant du pétrole de contrebande, de toutes ses ressources naturelles. Et au lieu de le dépenser pour leur propre peuple, pour le bien de leur propre population, ils le dépensent pour des armes, pour les services de renseignement, pour l'incapacité et pour commettre toutes ces mauvaises actions que le gouvernement iranien fait. Un tel régime ne peut être vaincu uniquement par leurs moyens. Oui, nous avons besoin du soutien des États-Unis. Oui, nous avons besoin du soutien des Européens. Nous en avons besoin de l'Union européenne. Nous en avons besoin d'Israël. Comme nous avons une histoire immense ensemble dans cette région, et nous nous comprenons mieux que quiconque peut se comprendre dans cette région. Comme l'a dit votre ministre des Affaires étrangères, nous sommes des alliés naturels. Cela ne veut pas dire que nous devrions avoir des liens diplomatiques ou quoi que ce soit de ce genre, mais nous sommes des alliés naturels. C'est un fait. Dohon. Il y a une chose vraiment importante si nous créons, avec notre aide, celle d'Israël et de tous les pays qui soutiennent la démocratie et les droits de l'homme, des régimes laïques et pluralistes, ils pourraient offrir un véritable avenir à leur peuple. Nous aurons un Iran stable qui contribuera à l'économie mondiale, au marché mondial, à la stabilité mondiale, ainsi qu'à la diplomatie et à la stabilité de la région. vous savez, Premier ministre Netanyahou, il a déjà répondu à beaucoup de ces commentaires. Je suis désolé de vous interrompre dans vos messages directs au peuple iranien. Pas seulement maintenant, mais aussi durant les mois après son acte courageux. Il a envoyé des avions de chasse israéliens à des milliers de kilomètres pour frapper le programme nucléaire iranien, afin d'essayer à la fois, bien sûr, de protéger l'État d'Israël. Je pense qu'il a servi tout l'Occident, ce qui restera dans l'histoire comme un acte accompli. Le peuple iranien considère-t-il les actions du Premier ministre Netanyahou, de l'armée de l'air israélienne et de l'armée israélienne comme l'un des piliers essentiels pour aider à vaincre ce régime? certainement, ils ont vu, mais nous devons être prudents maintenant si nous revenons à 2003 d'Haroun en 2003. Nous avions certains éléments du peuple irakien à l'extérieur qui ont donné de fausses informations aux États-Unis et cela a entraîné une transition coûteuse en Irak pour les États-Unis. Nous devons nous assurer que chaque action de nos alliés est alignée avec le véritable peuple à l'intérieur de l'Iran, les vrais dirigeants à l'intérieur de l'Iran, les véritables facteurs de mouvement à l'intérieur de l'Iran. Imaginons un scénario malheureux devant nous. Si nous avons un Iran déstabilisé après le régime islamique, nous serions confrontés à une guerre civile. Nous verrions un pays plongé dans de nombreux conflits et guerres qui ne contribueraient pas à l'économie mondiale. Nous assisterions à une nouvelle crise des réfugiés dans la région et dans le monde. Nous ne voulons pas voir cela. La meilleure voie à suivre est de contribuer à l'unification de chaque groupe d'opposition. Nous ne voulons pas que les partisans de l'opposition et les groupes s'affrontent dans les rues des États-Unis et des pays européens. Nous ne voulons pas montrer ces images au peuple iranien. Nous ne voulons pas voir un seul partisan d'une idéologie ou d'un parti d'opposition en Iran aller se battre et dire « Oh, tu n'es pas iranien. Oh, tu es un traître, le seul traître. » Le seul ennemi du peuple iranien, c'est la République islamique d'Iran et ses partisans. C'est Khamenei, les gardiens de la révolution Sepah, Pasdaran, Sazman, Etelat, Vezarat, Etelat. Et ces gens-là, ce sont les Bassidji, ce sont les ennemis du peuple iranien, ce sont les seuls traîtres. Il semble donc très clair, selon vos propos et les nôtres, il y a un ennemi commun pour les braves gens d'Iran et toutes ces autres nations que vous avez, je pense, exposées de façon très brillante,
que l'Iran n'est pas un peuple homogène, un seul type de personnes. Il y a des Kurdes, nos Azéris, divers groupes, tous avec un ennemi commun. Mais quand on parle d'unification, Hadjar, y a-t-il une seule personne? Les Afro-Américains avaient Martin Luther King, les Indiens Gandhi, et après la guerre civile, les Américains Abraham Lincoln. Ces forces puissantes qui ont pu recréer un pays unifié après une énorme dégradation et division. Quelqu'un en Iran ou à l'extérieur a-t-il le pouvoir d'unir ces gens? Je pense qu'il y a plusieurs visages, qu'ils peuvent, comme mon grand ami le docteur Rodet l'a mentionné, ils peuvent jouer ce rôle de ciment pour les rassembler, et c'est ce qui les rend vraiment formidables dans le futur Iran. S'ils ne jouent pas ce rôle en ce moment, nous verrons émerger des leaders de l'intérieur de l'Iran. Ce que nous voyons, comme je l'ai dit, je ne peux pas insister davantage là-dessus. Daron, en ce moment, les Iraniens ont des croyances différentes, viennent de milieux différents. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Je sais d'où vous êtes avec moi en ce moment. Où se trouvent vos studios dans le pays d'Israël? D'où vous venez? Pouvons-nous voir Israël? C'est pareil qu'il y a 47 ans, l'Iran a changé au cours des 47 dernières années. Le peuple iranien a beaucoup changé au cours des 47 dernières années. Ils ont des groupes et des identités différents. Comme nous le savons, les êtres humains veulent essayer de se définir, d'appartenir à des groupes, à leur famille, à leur nation, à leur culture, à leur langue. Nous ne pouvons ignorer le respect du peuple azéri pour sa langue et sa nationalité azerbaïdjanaise. Nous ne pouvons pas manquer de respect aux Kurdes pour leur langue, culture ou nationalité, ni aux Arabes. Donc ce n'est pas la Perse, c'est un grand Iran, un Iran qui a besoin de tout le monde pour rester grand. Alors si nous voulons construire un grand Iran, incluons tout le monde. Vous savez, les gens regardent souvent en arrière à l'époque du Shah. Je pense qu'aujourd'hui, avec une vision très idéalisée, il y avait, le Shah a été renversé, ce n'était pas par hasard. Il semble qu'en Occident, le renversement du Shah bénéficiait autrefois d'un soutien populaire notable. Et maintenant, les gens réclament le retour du Shah. On entend cela dans les médias occidentaux. Ce que signifie vraiment le retour du Shah. Reza Pahlavi, qui je pense, corrigez-moi si je me trompe, est le fils du Shah qui vit en exil, souvent appelé le prince. Le retour du Shah ou du régime du Shah est-il en quelque sorte la solution? Cela pourrait-il à la fois unifier le peuple et respecter ses droits? C'est la réponse que le peuple iranien doit donner. Personne n'a le droit de donner une réponse définitive à cela. Tout peut changer, tout est flexible, tout peut être modifié, tout le monde peut changer. La façon dont ils ont joué un rôle là-dedans, je pense à M. Pahlavi. J'ai du respect pour lui, j'ai du respect pour sa famille et j'ai du respect pour chacun des partisans de M. Pahlavi. Et je les considère vraiment comme faisant partie de ce grand tyran. Mais cependant, je dis qu'à côté d'eux, M. Pahlavi devrait avoir chaque combattant de la liberté, chaque groupe d'opposition d'Iran. Et au lieu de les différencier ou de les regarder de haut, ou de dire que nous dirigeons ce mouvement, nous devons être une seule force unifiée en nous incluant tous. Garde à l'esprit, Daron, tu sais que je suis aussi canadien, j'ai des citoyens canadiens au Canada. Nous sommes fiers d'être une nation multiculturelle parce que toutes ces couleurs, toutes ces opinions, tous ces groupes différents, ils apportent beaucoup de force en Israël. Tu as les Druzes, ces gens druzes. Ils ont contribué à la stabilité, à la sécurité de ce pays à un niveau élevé parce qu'ils ont été inclus. Donc, en ce moment, j'espère vraiment que tout est possible, tout est possible. Cependant, nous devons le donner au peuple d'Iran, nous devons donner le pouvoir au peuple d'Iran pour voir ce qu'ils veulent. Nous avons vu différents systèmes dans le passé. En Iran, la Velayat e Faqih dure depuis près de 48 ans avec une seule personne au pouvoir, précédée par le régime du Shah. Oui, il y a eu des critiques, il y a eu une certaine acceptation, j'ai du respect pour tout le monde. Gardez à l'esprit que lorsque je parle d'inclusivité, cela ne veut pas dire que les partisans de M. Pahlavi doivent être exclus. Je pense qu'ils devraient être inclus, comme tout le monde, dans cette future Iran, et lorsqu'ils seront inclus,
Quand nous serons tous ensemble, alors nous aurons le véritable pouvoir de donner de l'espoir au peuple iranien, et je crois vraiment qu'ils sont prêts, que le peuple iranien est prêt à prendre le contrôle à ce point de bascule. Cependant, soit nous, en tant qu'opposition à l'extérieur de l'Iran, leur montrons une force d'opposition unifiée, soit nous laissons l'Iran sombrer dans une guerre civile à l'avenir. Vous savez, si je comprends bien, Reza Pahlavi est une option et il y a d'autres options. Ce qui semble être aujourd'hui la force unificatrice, ce sont peut-être les manifestants dans les rues, ce qui signifie que c'est peut-être quelque chose que les gens vont soutenir. Vous mentionnez que les Kurdes, 7 partis kurdes différents, viennent tous de donner leur approbation. Les gens devraient rejoindre les manifestations d'après vos contacts et votre côté communication. L'Iran, n'est-ce pas? Les gens ont-ils peur? Les manifestants ont-ils peur? Ont-ils dépassé la peur? Et, en fin de compte, pensez-vous qu'ils sont prêts à donner leur vie? Parce que malheureusement, je ne vois pas d'autre moyen pour que cela se produise. Sont-ils prêts à donner leur vie en nombre suffisant pour provoquer un soulèvement populaire bien plus vaste, impliquant des millions de personnes? Cela pourrait inciter les forces de sécurité iraniennes, comme les gardiens de la Révolution, à voir des déserteurs. Ce serait peut-être décisif si quelqu'un se soulevait dans l'armée. Est-ce que ces personnes sont prêtes à payer le prix ultime? Le peuple d'Iran a toujours été prêt à payer le prix, cependant nous avons besoin. C'est exactement ce que vous avez souligné et vous l'avez très bien mentionné. Nous avons besoin que chaque recoin de l'Iran rejoigne ce soulèvement. Comme je l'ai dit, oui, c'est exact. Jeudi, nous attendons une grève dans tout le Kurdistan iranien. Pourquoi ? Parce que chaque parti kurde, du Parti démocratique du Kurdistan iranien au Komala, en passant par le Parti de la vie libre du Kurdistan iranien, chaque parti politique du Kurdistan iranien, de façon unifiée, ils ont soutenu le peuple d'Ilam, de Deilouran, d'Abdanan et tous ces endroits, et Malakshahhi en particulier. Pour les soutenir, ils ont appelé à la grève immédiate. Si nous donnons de l'espoir aux Azéris pour qu'ils rejoignent la grève et le soulèvement à Tabriz, Ardabil, Zanjan et Gazvin, si nous donnons de l'espoir au peuple du Khouzistan, à Abadan et Khorramshahr pour qu'ils rejoignent le soulèvement et la grève, si nous donnons du pouvoir au peuple du Baloutchistan à Zahedan, comme ils se sont sacrifiés ces 47 dernières années, Daron qui a sacrifié sa vie autant que les Kurdes et autant que les Baloutches pour la liberté de l'Iran, et nous n'avons jamais, pas une seule fois, eu de représentation des Kurdes ou des Baloutches ou de l'un d'entre eux. Ils n'ont même pas pensé à faire autre chose qu'à demander leur liberté et à demander le droit de citoyen au sein de l'Iran, là-bas. Nous devons donner de l'espoir au peuple d'Azerbaïdjan pour qu'ils rejoignent le Khorasan à Mashhad. Ils ont déjà commencé, comme le peuple turkmène, Zara et d'autres, à participer à ce soulèvement. Quand nous aurons toutes ces forces, nous aurons une force immense prête à payer le prix, Durham. Cependant, nous devons leur montrer l'espoir, nous devons leur montrer la lumière au bout du tunnel. Ainsi, nous pourrons traverser ce début difficile et y arriver. Je sais que les médias iraniens sont contrôlés par le régime, étroitement surveillés. Ils sont capables d'appuyer sur un bouton et de couper Internet quand ils le souhaitent. Et ils utilisent cela assez souvent pour tenter de limiter les messages. Quelle est l'importance des réseaux sociaux et de l'influence organisationnelle de cette révolution? C'est d'une importance extrême, les réseaux sociaux à ce stade, et c'est pourquoi le régime iranien essaie très fortement de contrôler la connectivité à Internet. La connexion satellite est très importante. Je pense qu'à l'étape suivante, nous aurons besoin d'une grande aide des fournisseurs de satellites en orbite basse comme Starlink et d'autres, pour donner la possibilité au peuple iranien de communiquer, et chacun d'entre nous a différentes façons de communiquer avec l'Iran. Gardez à l'esprit que certains d'entre nous sont très proches de la frontière iranienne, donc nous avons différents moyens de communiquer avec les personnes à l'intérieur de l'Iran. Et cela dit, j'aimerais aussi mentionner qu'il y a un autre facteur en Iran sur lequel j'aimerais attirer l'attention des gens, l'attention de notre public à ce sujet, qu'il y a actuellement un énorme conflit, d'après les informations fiables que j'ai du centre du pouvoir à Téhéran, il y a un énorme conflit entre le gouvernement de Peshkian et les gardiens de la révolution. En ce moment, il y a un énorme conflit.
Le peuple iranien ne voit pas à quel point ils sont faibles quand ils se rassemblent, à quel point ils sont faibles. Zarif a parlé lors de leur réunion très interne, dont nous avons des informations à ce sujet, et il se pourrait que nous assistions bientôt à des départs du cabinet gouvernemental. Donc, vous dites que la branche militaire, le corps des gardiens de la révolution islamique, est en désaccord avec le régime officiel iranien. Exactement. Le gouvernement iranien, celui de Peshkian et le cabinet ont un gros différend. Ils pensent que les Peshkian, le gouvernement, n'a pas été capable de résoudre les problèmes du peuple. Ils les considèrent comme la raison du soulèvement, en ignorant les faits réels, à savoir que le peuple iranien ne se soulève pas uniquement à cause de sa situation économique. Ils se soulèvent pour leur liberté, leurs droits humains, la démocratie et le gouvernement laïque qu'ils espèrent. Nous verrons donc davantage de disputes et de divisions au sein du régime actuel entre divers groupes, comme c'est déjà le cas. Notez qu'il y a cette fois un point intéressant. Daron. Nous n'avons jamais vu les médias d'État iraniens mentionner ces soulèvements, ni les gens manifester. Jamais. Des agences comme Tasnim ou Mer, proches des gardiens de la Révolution, publient parfois des infos sur ce soulèvement. Vous savez quoi ? Ils s'en servent comme levier contre le gouvernement de Peshkian. Intéressant. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Les factions au sein du régime islamique que nous voyons, vous savez, Khamenei a perdu le contrôle. Khamenei n'a jamais été aussi faible. Ces informations, vous savez, quand je dis ça, notre travail en dehors de l'Iran ne consiste pas seulement à faire des slogans. Nous avons besoin de vraies informations issues de l'intérieur de l'Iran, du gouvernement, du régime et du peuple, pour les apporter au monde et donner la véritable image de l'Iran à l'extérieur. En ce moment, il y a des factions au sein du régime iranien. Les gardiens de la révolution ont beaucoup de problèmes avec le gouvernement de Pezeshkian. Le gouvernement de Pezeshkian est vraiment, vraiment sans espoir, totalement sans espoir. Ils ignorent quoi faire et Khamenei a perdu le contrôle du régime. C'est donc fascinant. Moi, je pense que tu viens de soulever quelque chose, Esja, qui n'est pas compris par l'Occident. Ce que nous disons, c'est que les médias iraniens, comme tu l'as dit pour la première fois, montrent certaines manifestations et les reconnaissent. Ils ont même dit « Nous reconnaissons vos manifestations. Nous reconnaissons les préoccupations économiques dont vous parlez et nous voulons faire quelque chose pour y remédier. » Ils ont fait appel à des dirigeants. Tu sais, la façon dont cela est présenté en Occident, c'est que c'est Khamenei s'est réveillé et dit « D'accord, je réalise que nous sombrons et qu'il faut tendre la main au peuple, mais nous disons quelque chose de très différent. » Cela reflète une fracture entre les gardiens de la Révolution et le gouvernement, et les gardiens de la Révolution utilisent les médias iraniens pour montrer les manifestations afin de faire pression sur le gouvernement. C'est bien ce que tu dis ? Exactement, ils sont désespérés. Les gardiens de la révolution, Khamenei et Peshkian, cherchent maintenant à se sauver, et Peshkian veut le montrer. Oh, je suis une bonne personne. Si nous avons fait quelque chose de mal, nous devons le corriger. C'est exactement ce qu'il a dit au cours des dernières 48 heures. Si le peuple demande quelque chose et que vous avez commis une erreur, il faut la corriger. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a perdu le soutien du régime actuel. En fait, Khamenei n'a jamais dit qu'il fallait être indulgent avec le peuple, même ces derniers jours. Khamenei, encore une fois, blâme le peuple iranien, qualifiant ces personnes, ces manifestants dans la rue, de personnes qui veulent déstabiliser l'Iran. Des personnes qui appartiennent aux services internationaux, des personnes qui appartiennent aux groupes d'opposition. Ces personnes-là sont de vrais Iraniens qui luttent pour leurs droits fondamentaux. Oui, les fractions existent dans le régime islamique à un niveau élevé. Nous devons utiliser ce point pour nous unir au peuple iranien, leur montrer la faiblesse du régime et que nous sommes solidaires. Pendant la guerre de 12 jours, nous avons vu la faiblesse du système de défense iranien. Nous avons vu à quel point ils sont menteurs, à quel point ils ont menti au peuple en disant cela. Même en dépensant tout cet argent pour des proxys, des systèmes de défense, des bombes atomiques, un programme nucléaire, etc. Cet argent n'a même pas été bien utilisé pour les défendre. Nous avons vu que leur force aérienne s'est effondrée lorsque le Premier ministre Netanyahou, Hajar,
Lorsque le Premier ministre Netanyahou s'adresse au peuple iranien et dit qu'il soutient les manifestations, qu'il soutient leur liberté, quel effet cela a-t-il sur l'Iranien moyen? C'est un espoir, mais bien sûr, nous avons besoin de plus que cela. Nous avons besoin de plus que cela. Nous avons besoin. Vous savez, il y a des comptes sur Internet. Nous ne pouvons pas confirmer à 100% à qui ils appartiennent ou qui ils représentent. Nous avons besoin de pouvoir aux côtés des gens dans ces rues. Nous avons besoin de pouvoir aux côtés de ceux qui sont dehors. Nous avons besoin de la force du système démocratique de soutien de chaque pays dans le monde, y compris les États-Unis et l'Union européenne. Tous les autres facteurs pour pousser ces leaders de l'opposition à les amener à un trou et à vous dire, vous savez quoi? Soit vous donnez de l'espoir à ces gens qui luttent, soit vous les laissez choisir leurs propres dirigeants à l'intérieur de l'Iran. Eh bien, je pense que le Premier ministre Netanyahou a certainement montré qu'il était prêt à utiliser ce pouvoir si nécessaire, et il en va de même pour le président Trump. Et j'imagine qu'au fil des jours, nous verrons si cela joue un rôle. Je voudrais poursuivre et conclure car nous devons terminer et j'apprécie énormément votre temps. Je voudrais vous poser une question. Si, Dieu nous en préserve, ces manifestations n'aboutissent pas, qu'est-ce que cela signifiera pour l'Iran? Ça dépend. Qu'est-ce que cela veut dire ne pas réussir? Quelles sont les attentes vis-à-vis de ces manifestations? Oui, nous connaissons l'objectif final, Dohon. Tout est possible, soyons optimistes. C'est cet espoir que nous devons transmettre au peuple iranien. Voilà mon message. Mon message est que si nous sommes unis, si nous sommes inclusifs, si nous montrons au peuple iranien que nous sommes à leur côté, nous ne sommes pas au-dessus d'eux, vous savez, ils sont bien en avance sur nous, Dohon. Ils sont bien en avance sur nous. Oui, quand j'étais en Iran et que je m'opposais activement au gouvernement, je mettais ma vie, celle de mes amis et de ma famille en danger. Oui, c'était à cette époque que j'étais en première ligne, mais maintenant, qui est en première ligne? Ce sont les Iraniens. Dans ces rues de Malak-Shahi, dans ces rues de Téhéran, dans ces rues de Mashhad, dans ces rues de Kermanshah, d'Elam, dans chaque ville que nous avons vu, ces soulèvements. C'est ça, la première ligne. Notre travail, notre mission, notre cause, c'est d'attirer toute l'attention sur ces personnes en première ligne. Rassemblons-nous, soutenons-les. Et j'espère que c'est le moment et que nous verrons bientôt un avenir radieux pour un grand tyran. J'y crois vraiment. Hazar, tu m'as donné des perspectives phénoménales aujourd'hui, ainsi qu'au public de True East, à la communauté de True East. Et j'espère que ce message va se répandre. J'espère que ce podcast sera partagé. Et au milieu de cet appel incroyable que tu lances pour l'unité, qui est la clé, quand les gens ressentent l'unité, ils rejoindront les manifestations. Tu as aussi ajouté un élément très important, qui est cette fracture, la fracture entre le corps des gardiens de la révolution islamique et le gouvernement. Et si cette fracture pouvait être le début de la chute du régime? Et quand la télévision d'État iranienne montre les manifestations, c'est presque un signal de fumée du corps des gardiens de la révolution islamique. Nous nous opposons au cabinet. Exactement. Ils veulent faire croire à un soulèvement économique pour détourner de l'objectif principal. Et donc, ce n'est qu'une situation économique contre laquelle les gens s'opposent, et c'est à cause de la faute du gouvernement de Peshkian. Je te remercie énormément, Duran, pour cette opportunité. Je l'apprécie vraiment. Tout le plaisir est pour moi, et j'espère que nous pourrons tous ensemble, avec l'aide du public de ton podcast, qui, je pense, joue un rôle crucial et déterminant, pour transmettre ces messages aux personnes qui ont besoin de les entendre, à ceux qui doivent continuer. Et je te remercie beaucoup encore une fois. Hazar, prends soin de toi. Nous espérons te revoir. Que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse.